Bonjour, qui est partant pour se faire le film animé populaire qui a su satiriser avec légèreté les histoires de super-héros? Je veux dire l'autre. Et les deux sont pas sortis la même année? Où est passé votre sens de la compétition directe, DreamWorks? Megamind, qui m'a été demandé par Kizara, est un film racontant l'histoire de Megamind, un super vilain qui détruit son super-héros Némésis Metroman au bout de 20 minutes de film et qui, dans son succès, finira par se taper une crise existentielle et voudra remettre les choses telles qu'elles étaient avant. À l'instar des Indestructibles, Megamind sait se moquer des ficelles classiques des histoires de super-héros tout en leur rendant hommage. Le film jongle très bien entre satire cocasse et représentation fidèle, en sachant quand tourner en ridicule les poncifs du genre et quand respecter à la lettre ce que ce genre fait le mieux. On a conscience des clichés risibles liés à ce type de film et on les maltraite gentiment, dont un qui m'insupporte pas mal depuis quelque temps. Ah, celui-là, quel cabotin. Rien que pour ça, j'adore ce film. Et à côté, on reprend avec une vraie affection les nombres codes super-héroïques qui marchent. Par contre, on peut pas s'empêcher de faire un certain comparatif à ce niveau-là. Comme Disney a sorti un film aux ambitions similaires 6 ans plus tôt, c'est quasi automatique de confronter les deux sur ce front. Et je suis sans doute partial dans cette affaire, mais pour moi, les Indestructibles a su mieux gérer ça. Les pics dans Megamind, même si elles restent drôles, manquent parfois un peu de finesse. Titan, d'où ça sort, je pige pas. C'était le seul nom libre de tout copyright. Alors que dans les Indestructibles, on arrive à mieux les incorporer. Cette vieille ruse, tu me fais faire un monologue. Et à côté de ça, l'action, bien agrémentée par l'inventivité de notre gros cerveau bleu, a beau être palpitante, elle n'arrive pas tout à fait à égaler les moments forts des combats de la famille Parr. Ce n'est aucunement pour dire que c'est mal fait dans Megamind, mais ça souffre une comparaison certaine. Cela dit, ce n'est qu'un aspect du film, et le reste a su parfaitement se démarquer de l'approche de Pixar, car on se centre sur des éléments drastiquement différents de ceux des Indestructibles. Exit les problèmes de famille touchants à la Disney, et place à une véritable déconstruction d'un univers. Le cœur de l'histoire repose sur notre super vilain, dont le destin a été tracé dès l'enfance via une illustration moyennement subtile et qui va le forger tel qu'on le connaît au début dans toute sa splendeur. Un petit rire à deux? On va le suivre à un moment pivot de sa vie où il se remet en question parce qu'il ne trouve plus de but à son existence et tout son développement au fil du film servira à le sortir du moule que cet univers super-héroïque aura créé pour lui. C'est un arc de personnage qui ne fait pas écho à grand chose dans la vie réelle, c'est vrai, mais qui à nouveau joue intelligemment sur l'ambiance du monde que ça dépeint. Megamind en devient très attachant dans son désir progressif d'atteindre le bonheur d'une façon qu'il n'avait plus envisagée, en grande partie grâce à Roxanne, l'équivalent Lois Lane de ce film, qui a une personnalité vive, concernée et trempée. Ces deux-là forment un duo assez décapant et les hauts et les bas de l'évolution de leur couple sont très bien pensés durant toute l'intrigue. Même si j'aurais un petit truc à reprocher en lien avec ça. Ce n'est que vous, Bernard. Oui, ce n'est que moi. Bernard. Pourquoi il garde la même voix en étant Bernard? On a bien vu qu'il prenait la voix des types qu'il imitait avant. Je serai toujours une mauvaise graine. Alors pourquoi pas pour lui? Il est d'un mauvais goût, ce costume. Costume. Megamind n'a pas un crâne aussi hypertrophié que ça. Vous aviez peur qu'on perde un lien affectif avec le personnage si c'était le cas? Parce que là, je vous jure qu'on perd un lien logique. Surtout pour Roxanne qui connaît un peu la voix du vrai Bernard et qui ne s'étonne pas de l'entendre juste après avec la même voix que le méchant qui la kidnappe régulièrement. Et puisqu'on en parle rapidement, vous saviez qu'en version originale, ce type qui est gardien de musée est doublé par Ben Stiller? Ça, c'est de la référence qui va chercher un peu loin. Mais en dehors de ce souci de mise en scène, le développement de Megamind et sa relation avec Roxanne sont très joliment réussis et cimentent grandement le film. Notamment son cassage du moule créé par les films de super-héros, parfaitement appuyé par son parallèle avec, et là ça me paraît plutôt important à préciser, Metroman qui, on le découvre assez tard, a en fait falsifié sa mort. Et où on apprend au passage qu'il a une super vitesse complètement abusée qui devrait l'amener à n'avoir aucun problème face à quoi que ce soit s'il s'en servait régulièrement. Ce qui est toujours un problème à instaurer quand on veut donner une cohérence à une intrigue sérieuse. Oui, c'est toi que je regarde. Mais bon, on va dire que sa version bis en était à un stade où il ne maîtrisait pas encore tout très bien. Rassurez-vous, on en parlera de celui-là. Les motivations de Metroman ici font joliment écho à celles de Megamind.
Et le soir, en fin de journée, eh bien, parfois je m'interroge. Quel genre d'homme serais-je sans vous tous? Il en a assez de ce carcan que cet univers lui a imposé et veut s'épanouir sur autre chose, une leçon que notre super vilain apprendra à la dure. Du plus loin que je me souvienne, j'ai toujours été ce que la ville voulait que je sois. Mais moi, qu'est-ce que je voulais? Même si ces deux-là sont ennemis jurés depuis l'enfance, en fait parce qu'ils sont ennemis jurés depuis l'enfance, on sent que Metroman se doutait bien que Megamind suivrait la même voie que lui au bout du compte en se reconvertissant. Bon, ça n'empêche pas d'être légèrement un enculé de laisser sa ville aux mains du gros méchant de remplacement le temps que notre protagoniste se ressaisisse. Je vais dire, on le montre pas, mais il y a de fortes chances qu'on ait eu quelques décès là, entre-temps. C'est pas super sympa de ta part, mec. Enfin bon, tout ceci m'amène à discuter du dernier grand intervenant de l'histoire. Megamind finit par vouloir se créer un nouveau super-héros à combattre, et le hasard a voulu que ça tombe sur... Roxane! Al, qu'est-ce qui s'est passé? Je crois que je me suis pris une abeille dans le nez. Attendez, il s'appelle Al Stewart. Est-ce qu'ils ont voulu faire un mélange entre Al Jordan et John Stewart? Non, c'est moi qui dois chercher trop loin. Je fais une soirée chez Wam, à la maison, genre super tough, people à mort, tu vois. Tu veux pas venir? Il y aura un DJ, un château gonflable. J'ai pas trop envie de me retrouver au milieu de plein de monde. Non, le plus beau, c'est qu'il y aura que toi et moi. Je suis assez mitigé sur ce personnage. D'un côté, j'adhère totalement à l'idée. Le fait de donner à un loser des super pouvoirs ne l'aidera malheureusement pas forcément à s'élever, bien au contraire. Ça peut apporter beaucoup plus de mal que de bien. C'est le genre d'antagoniste qu'on voit très rarement dans ces histoires-là, et je salue le film d'avoir tenté cette approche. Après, je trouve son côté loser un peu trop exagéré par moments, si bien que le caractère lourdingue du personnage éclipse souvent la bonne idée derrière. Et ça fait légèrement passer Megamind pour un abruti de ne pas l'avoir stoppé en cours de route quand il en avait l'occasion, alors qu'il en avait les moyens et que n'importe qui pouvait voir que ça menait tout droit à la catastrophe. Une force bien plus puissante œuvre déjà. Ce que tu appelles une méprise, c'est le destin. Et par destin, je veux dire script. Et à la fin, quand il devient incontrôlable, je trouve qu'il remplit très bien sa fonction. Mais avant ça, sa gestion a un aspect excessif et forcé qui aide moyennement le récit. De même, dans le genre excessif et forcé qui aide moyennement le récit, on a quelques clichés narratifs assez éculés qui entachent légèrement le visionnage. En particulier, une scène de séparation très artificielle entre Megamind et son poisson nounou dont on voit directement venir la scène de réconciliation, et le fait qu'on sacralise le protagoniste à la fin alors que c'est lui qui a foutu le bordel à l'origine et il a juste décidé de nettoyer sa merde au bout d'un moment. Faudrait vraiment vous calmer là-dessus, un de ces quatre, les films hollywoodiens. Sans compter les clichés typiques DreamWorks qui commencent un peu à s'user chez moi, et évidemment... La Petit Théâtre de Chipotage. Et nous étions destinés à être adversaires. Et ça sert à quoi de transporter l'école au loin comme ça? C'est Metroman qui va payer la réinstallation de la plomberie. Son cœur est un océan à l'intérieur d'un océan encore plus grand. Quelle école de journalisme t'as faite pour avoir une telle verve? Apparemment, un directeur a tout à fait le droit de quitter sa prison à tout moment de la journée. Oh, ça, monsieur, est ce que l'on appelle une fenêtre. Fenêtre. Tu sais ce que c'est une fenêtre, et t'as connu ça à l'école et en prison. Al Stewart. Il a 28 ans, pas d'antécédents criminels, en fait pas d'antécédents tout court. Il semble que ce monsieur n'ait rien accompli. Oui, parce que n'importe quel raté peut devenir caméraman. C'est pas un peu risqué de te montrer en tant que Megamind 20 secondes avant de prendre une fausse identité, même si je reconnais que t'as pas affaire à une flèche? Oh, bougez pas. Vous sentez le Jean-Paul Gaultier pour homme? Parce que ça aurait pas été bizarre si ça avait été du Jean-Paul Gaultier pour femme. Même si elle n'avait pas été rendue invisible, il se serait quand même cogné contre la voiture, là. Donne-moi les clés! Non! Idem à l'envers. Oups! Sauvé! Apparemment, elle a scotché sa jupe à mi-cuisse. Vous étiez proche de Metroman. Est-ce qu'il avait un refuge, une tanière, une forteresse solitaire, quelque chose comme ça? Et Roxane, qui le savait, n'a pas pensé une seconde à y venir après sa mort. J'ai perdu mon diffuseur quand j'ai déplacé ma voiture invisible, le soir où vous m'avez laissé en plan. Et t'as pas pensé à aller chercher autour de cet endroit-là après? Je vais te faire passer l'envie de rire. La voiture. Ah ben ça tombe bien que vous vous battiez dans ce coin-là. En direction de la sortie. Megamind!
Je t'attends. C'était une nouvelle édition de Timing News. Mais tous ces détails ne gâchent pas l'élément le plus réussi, l'évolution du personnage central. Megamind est un super vilain qui sait parfaitement mélanger humour, émotion et palpitation, et il porte très bien son film dans la pastiche gentiment satirique et pleine d'hommages qu'il veut présenter. C'est un film fait avec une passion notable, qui n'atteint pas le niveau des indestructibles dans son genre, mais qui a quand même su être très plaisant en se trouvant sa propre identité. Et pourtant, c'est l'un des DreamWorks à avoir le moins rapporté au box-office. De ce fait, on a eu droit qu'à un bête court-métrage en guise de suite, alors que des conneries comme Turbo et Baby Boss ont des putains de séries dérivées. Le monde est mal fait. C'était Mayolek, et ce serait cool de donner du succès aux films qu'il mérite. Et inversement.